le RND en veut la France aux Français. Est-ce que cela, justement, Daouda, avec le contexte qu'on connaît, on pourra avoir de très bonnes relations avec l'Afrique? Ou comment est-ce que vous envisagez justement ces relations-là? Bon, je pense que je vais m'inscrire dans les mêmes pas que Élysée et Barry. Parce que, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, qui veut leur France? Moi, je veux dire, comme je l'ai dit, Macron a voulu donner la parole aux Français. C'est ça. Ils ont répondu et la réponse était éloquente et assourdissante pour tout le monde. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, je pense que les États, disons-le clairement, n'ont pas d'amis. Hein. Les États n'ont que des intérêts. C'est ça. Donc, quel que soit l'acte que M. Bardella ou Mme Marine Le Pen vont poser, mais les autres États vont leur opposer la réciprocité. C'est-à-dire, mais c'est aussi clair. Si vous estimez que nous, on n'a pas droit à ça chez vous, mais chez nous aussi, vous n'avez pas droit à ça. C'est comme ça que possible. C'est possible. Mais Christelle, je tiens à te rappeler que en son temps, quand les Ivoiriens partaient aux États-Unis, ils avaient des visas long séjour. Oui. L'État ivoirien a coupé les visas long séjour, l'État américain a coupé les visas long séjour. Donc c'est pour dire que nous sommes des États souverains. Il ne faut pas penser que c'est pas parce que les gens rentrent dans d'autres clivages et autres que nous ne sommes pas souverains. Si Marine Le Pen estime qu'elle va mettre dehors... Réduire l'immigration... Non, c'est tout à fait normal. C'est parce que même en Côte d'Ivoire, est-ce que nous, on ne parle pas d'immigration? On a eu un gros débat ici sur les faux documents et autres. Est-ce qu'on ne fait pas payer les cartes de résidents aux uns aux autres? Donc moi, je veux dire, il n'y a pas de débat en la matière. Les Français veulent leur France, donnons-leur leur France. Ils sont libres de gérer leur pays comme ils le sentent, comme ils l'entendent. Comme nous aussi, on veut gérer notre pays comme on veut, comme on l'entend. Et je pense très bien que, en fonction de comment ils agiront vis-à-vis de nos États, moi je préfère ne pas parler des autres États, je préfère de la Côte d'Ivoire, en fonction de comment ils agissent vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens vont réagir en fonction, c'est aussi simple que bonjour. N'ont-ils pas le droit? Non mais Daouda, non, Sarah, je voudrais écouter Élysée. Non, moi je veux rebondir. Comment est-ce que la France réagira? Les Ivoiriens aussi réagiront. Élysée. Non, moi je veux rebondir déjà sur une phrase de Daouda quand il dit on leur donne la France. Mais qui avait pris la France aux Français? Non, c'est une façon de parler. Voilà, parce que là, Élysée. Non, Élysée. Non, c'est une façon de parler. Non, j'ai compris. Daouda, j'ai compris. Non, je sais, mais ils veulent leur France. Non, mais justement, c'est pour argumenter. C'est moi qui l'ai dit. Oui, non. Parce que justement, dans les éléments de langage, écouter des personnes du RN et de Jordan Bardella, c'est comme si justement la culture française est en train de disparaître. Voilà, enfin tout ce qu'ils ont qui représente la France est en train de disparaître. Non, je comprends, je comprends parfaitement. Daouda, rassure-toi, c'est pas forcément visé vers toi, c'est juste de façon générale. En réalité, moi je suis très intéressé de poser la question aux Français qui leur avaient pris leur France en réalité. Qu'on nous dise aujourd'hui qui leur avait pris leur France. En fait, ça c'est je pense que tout le monde l'a dit sur le plateau ici. Quand les gens sont face à des situations d'incertitude, dans des situations de crise et autres, tout ça, le bouc émissaire tout trouvé à chaque fois, c'est les étrangers, qui sont à la base du fait qu'on n'avance pas. Mais vous savez aujourd'hui que tout le monde entier est en crise. Depuis les États-Unis jusqu'en Europe, tout le monde entier est en crise. Le monde entier est en crise. Et les crises, qui auraient pensé 10 ans en arrière que l'Europe serait en train de faire des guerres fratricides entre pays et pays? On ne pensait même pas ça. Ça, c'est des choses qu'on n'imaginait pas. Mais aujourd'hui, c'est une réalité avec l'Ukraine et la Russie. Et même certains alliés qui sont en train de se mettre dans la danse. Donc aujourd'hui, il y a une véritable réalité. Mais quand on regarde ça, et que on constate que la crise est en train de nous affecter, parce que c'est la réalité aujourd'hui, puisque la France est très engagée dans la crise russo-ukrainienne, et on voit un peu les retombées. Quand on est très engagé aujourd'hui, on se dit quoi? On se dit justement c'est parce qu'on accorde un peu trop d'intérêt aux étrangers, ou bien c'est eux qui sont à la base que ça fait que ça n'avance pas. Donc ça c'est plus facile d'être reçu par les populations qui tout de suite se disent ok, on pense en réalité qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et qu'on prenne les choses en main. Ça c'est comme je le dis, c'est l'argumentaire populiste le plus facile à faire passer. Mais comme je le dis, ce qui est intéressant dans le pouvoir, quand tu l'as pas, tu as toutes les belles idées de la planète. Mais quand tu l'as, nous on sera là pour juger si tu as été à la hauteur de toutes les promesses. Et moi je dis et je reste pertinemment convaincu, si aujourd'hui, 9 ans après, Macron est en train d'être voué aux gémonies par les Français, ça ne m'étonnerait même pas qu'avant 5 ans, Bardella soit vomi par l'ensemble des Français. Ça c'est une réalité. On sait aujourd'hui, la France reste un pays où on se plaint constamment de tout. Comme les Ivoiriens d'ailleurs, on n'est jamais satisfait de quoi que ce soit. On est tout le temps grincheux et autres. C'est lui là ce que je vois avec ce discours qui parfois même n'a même pas tenu dans des débats. Moi j'ai suivi des débats où il a eu le débat avec Attal.
Mais non, quand tu regardes le débat, si on va aller sur la logique de l'argumentaire, vraiment, il a été plié en 4. Mais c'est celui-là qui va arriver à... Il a été plié en 4, mais choisi par les Français. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Parce que c'est pas le seul argumentaire. Voilà, il choisit un... Voilà, c'est pas le seul argumentaire. C'est pas le seul argumentaire. Comme je le dis, c'est dans un débat. Mais c'est pas le seul argumentaire. Après ça, il va sur les plateaux, il va au contact des populations, il développe d'autres argumentaires. Donc les gens sont sensibles. C'est une réalité. Sarah? Oui, non, mais ce que dit Élysée, c'est fondamental, c'est entièrement correct. Je veux dire, le problème Sarah, du comment est-ce fond... qu'on a pu avoir 33% justement de Français qui disent oui à Bardella? Alors, il y a premièrement les multiples crises sociales qui se sont multipliées en France, entre le problème autour de la retraite, les gilets jaunes, l'inflation, le coût de la vie. Tous les pays connaissent ces difficultés aujourd'hui. Mais en France, si vous voulez, on a le Rassemblement national et d'autres partis, et certains partis d'extrême droite aussi, ont choisi ce thème pour, si vous voulez, choisir un bouc émissaire. Et c'est ça qui est grave. C'est de se dire, la faute, elle vient de ces gens-là, d'une partie de la population et qui plus est, des musulmans de France. On écoute M. Kouassi qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Kouassi. Oui, bonsoir, madame. Oui, nous vous écoutons. Je voulais saluer, avant tout propos, M. Daoud. Ah, le téléphone est coupé, je crois bien. D'accord, après la salutation, d'accord. Je pense Je vais finir peut-être sur mon continuez, Sarah. Bon, ce que je voulais dire, c'est la dangerosité de choisir un bouc émissaire, une partie de la population. C'est les musulmans de France qui sont la cible. Oui, parce que si vous allumez votre télé et que vous écoutez un seul des discours du Rassemblement national, on n'entend que ça. Autour, c'est l'insécurité. C'est un sujet quand même, le sujet favori. C'est une obsession. Hein. Quand on parle quand on écoute les discours du Rassemblement national, on parle de théorie du remplacement, de ces musulmans qui ne s'intègrent pas, qui ne s'assimilent pas, etc. Mais des mots en plus très durs. Mais c'est de se dire, mais peut-être que toi, Daouda, Barry, Élysée, vous pensez que c'est pas un si grand, c'est pas un drame. Mais quand on est ciblé, quand on est un binational et qu'on est ciblé par ces discours, quand on allume cette télé, qu'on se sent visé, alors qu'on n'a rien à voir avec les problèmes d'insécurité et qu'on est encore moins le problème, la cause des problèmes économiques et sociaux, on a envie de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des vrais problèmes de la France? C'est quoi ce focus? Allons à Burnsville pour écouter M. Ngaouré Landry. Monsieur, bonsoir, nous vous écoutons. C'est plutôt M. Landry Laoré. M. Landry Laoré, pardon, allez-y. Vous savez, moi, ce débat sur la montée de l'extrême droite et les critiques ne vont pas dans le bon sens. Pourquoi est-ce que un tiers des Français décide de porter Bardella et toute la communauté internationale se met en branle? Quand vous écoutez bien le discours de la dissolution d'Emmanuel Macron, il dit bien, on va demander l'avis du peuple. Mais le peuple a parlé. Aujourd'hui, regardez bien, en Italie, il y a une montée de l'extrême droite. Dans tous les pays, mais à toute la communauté internationale aujourd'hui de se poser véritablement qu'est-ce qui pousse à la montée des extrêmes. Et selon vous, justement, M. Laoré, qu'est-ce qui pousse la montée, Sarah, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui pousse la montée des extrêmes, justement, aujourd'hui, en Europe? Votre avis? Mais c'est en cela que tous les intellectuels doivent aujourd'hui travailler. Parce que même autour de nos frontières, regardez au Mali, regardez. J'essaie de regarder avec vous, mais là, je vous ai perdu. Vous êtes là? Non, je suis là, je suis là. Très bien, très bien. Très bien. Vous terminez et Daouda a une question pour vous. Allez-y. Ok, je t'ai disant, les frontières poreuses aujourd'hui des différents pays, parce que l'immigration est l'un des sujets très importants de cette campagne. Il y a un problème de connexion, je crois. Je pense qu'on a un challenge. Non, M. Daouda, je vous entends très bien. Très bien. Bon, alors, je pense qu'on va faire une pause et Daouda, posez votre question à M. Laoré. Mais, M. Laoré, ce que moi j'aimerais savoir concrètement, est-ce que quand vous regardez la stratégie de com du RN qui aujourd'hui n'a que pour cible principale l'étranger, l'immigration, est-ce que vous pensez que ça augure de bonnes choses? M. Laoré est-il là? Oui, je suis là. Oui, allez-y, allez-y. Si vous pouvez être un peu plus rapide, ça va nous permettre d'avoir d'autres intervenants. S'il vous plaît. M. Daouda. Oui, allez-y.
Oui, M. Daouda, pour vous répondre. Aujourd'hui, dans tous les pays, ce nationalisme-là, on ne peut pas faire ci de cela si on veut véritablement toucher du doigt un certain nombre de problèmes. Ce nationalisme-là, il est ancré en chacun de nous. Et aujourd'hui, la porosité et la cherté de la vie, les difficultés de certaines populations, forcément, ont un ennemi. Et l'ennemi, c'est qui? C'est l'étranger. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Terminez et puis on va réagir, monsieur. C'est son point de vue. Allons-y. Je disais aujourd'hui, tout le monde cherche qu'est-ce qui est la plaie, qu'est-ce qui crée ce déficit de pouvoir d'achat. Très bien. Mais on te dit quoi? Si on était renfermé sur nous, on allait pouvoir s'en sortir. C'est un sentiment, ce que je dis est tellement clair. Très bien, monsieur Lauré. On a tous les intellectuels de pouvoir se pencher sur ce sujet-là. Merci infiniment. On a eu votre point de vue. Merci de nous avoir appelés depuis Williamsville. Merci beaucoup. Alors, Daouda, vous avez posé la question. Il a dit, justement, lorsque les pays, les populations font face à la cherté de la vie et aux difficultés, évidemment, on cherche un bouc émissaire. Et selon lui, le bouc émissaire serait l'autre. Bon, moi, c'est son point. Je respecte son point. Mais comme je l'avais dit, à la vérité, je l'avais dit pour certains de nos voisins, tous ceux qui aiment indexer du doigt l'étranger, pour moi, c'est des incapables. Voilà, première chose. Sinon, d'un point de vue sociologique, on a tous compris qu'ici, il y a eu une succession de crises. Comment on appelle ça en France. Donc, les gens sont mécontents de la gestion de Macron. Aujourd'hui, l'autre cause qui fait que le Front National monte, ils sont décomplexés. Je disais en offre au chef et au responsable éditorial, j'ai dit le FN en France, c'est comme les sites pour adultes. Personne ne regarde. Très bien. Personne ne regarde, mais quand on va dans le fond, on fait des classements, ils sont toujours premiers. On va à Yopougon, Daouda. On va à Yopougon pour parler avec M. Ibrahim Traoré. Bonsoir, M. Traoré. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Nous vous écoutons. Il faut que la montée RN n'est pas une surprise. Aujourd'hui, avec tout ce qui passe dans le monde, la cherté de la vie, presque partout dans le monde. Et chaque pays, chacun se reconnaît. Tout le monde accuse le nombre d'étrangers dans son pays. Prenez le cas de l'Afrique du Sud en son temps. C'est le premier à même porter ce truc contre les étrangers. Et c'est le même propos, c'est le même truc qui a eu lieu en Tunisie. Et quand les pays, par les populistes, ils passent par ces mots, ils disent que voilà, c'est les députés qui nous envahissent, et voilà, nous, on ne pas du travail. Et les politiques vont se servir de ces mots, ils seront populaires, ça c'est clair. Maintenant, une fois ils sont aux affaires, là, ils verront la réalité. Sinon, nous sommes dans un monde où vraiment le nationalisme a pris le dessus. Voilà, tous ceux qui veulent y croire dans la politique, moi je vous dis que si vous affichez le national, vous ne pouvez qu'émerger. Une chose est d'émerger, mais une chose aussi est d'arriver à la réalité. Je dirais, une fois que vous êtes sur le terrain, vous verrez que le monde, c'est une globalisation, ça se fait entre tout le monde. Voilà, quand vous prenez le cas, par exemple, des pays de l'AES, on fait que marcher sur le nationalisme. Quand tu vas prôner le nationalisme, ça va drainer le monde. Ceux qui sont les nationaux d'un pays, quand il y a des difficultés, ils reconnaissent tout, ils te disent que peut-être qu'on a envahi par telle ou telle personne, c'est qu'on n'a pas de bourse, c'est qu'il y a la cherté de la vie. Tant qu'il y a cet argument, je vous dis, madame, ça ne peut que marcher pour vous. Ils vont prospérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Merci beaucoup. Alors, Daouda, je finis rapidement. Une seconde de la seconde. Une seconde, rapidement. Non, Sarah, non. Oui, on revient, rassurez-vous, on revient. En fait, ce que moi je veux dire, c'est que rapidement, Daouda. Généralement, les populistes ont tendance à utiliser deux leviers. L'étranger et la religion. Pour rassembler le maximum de personnes autour de leur cause. Et donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que ce soit à côté de nous en Afrique ici, ou bien même en France, c'est ce que le RN est en train d'utiliser. Très bien. La religion et l'étranger. Concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'on aurait des charters dès la montée au pouvoir de Jordan? Non, mais les charters... C'est une question qui lui avait été posée. Hein. Les charters, c'est une communication. J'y crois pas une seule seconde. La justice, quand même, il y a des cas. Vous ne pouvez pas aller saisir des citoyens manu militari. Non, évidemment, ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire. C'est une communication pour séduire son électorat à la réalité. Je vous dis que le narratif d'un opposant
et le narratif de celui qui est au pouvoir, il y a deux mondes de différence entre les deux. Le président Donald Trump, quand il faisait sa campagne en 2017, il a fait des narratifs, des trucs. Quand il est venu au pouvoir, la réalité du pouvoir l'a rattrapé. Madame Meloni, c'est l'exemple. Mais il a priorisé quand même les Américains. Je veux dire une chose. Monsieur Bardella et le Front National savent que sur certains dossiers, ils ont des lacunes. Je veux parler des dossiers économiques. Aujourd'hui, en France, il y a un déficit. La France traverse une crise, même au niveau énergétique. La guerre en Ukraine est venue bousculer géopolitiquement tout le globe terrestre. La diplomatie française est en difficulté. Parce qu'il y a beaucoup, quand vous voyez ceux qui ont voté le Front National, en réalité, certains pour moi, les plus de 50 ans, ce sont des nostalgiques des 30 glorieuses. C'est des gens qui ont vécu sous De Gaulle, ils étaient adolescents, ils travaillaient, ça allait, l'industrie était productive, elle était compétitive, mais aujourd'hui, ils ont la nostalgie parce qu'il y a la crise, ça ne va plus. Très bien. Donc, pour terminer, je dirais que le Front National et les partis d'extrême droite ne peuvent se battre que sur l'immigration parce que c'est la démocratie de la foule. Ce n'est plus la démocratie des idées. Très bien. Élisée Boloube, depuis quelque temps, même en Afrique, ici, on a vu monter ce qu'on appelle les panafricanistes qui estiment que l'Afrique aux Africains, certains pays donc estiment que, bon, par exemple, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, tel pays à son national. Cette montée, cette pensée, justement, cette volonté de tous de vouloir s'accaparer en tant que national son territoire, ses valeurs et tout ce qu'on a, tout ce qui est autour, est-ce que justement c'est venu de quelque part? Qu'est-ce qui pourrait justifier cela, Élisée Boloube? Non, moi je pense qu'on a déjà fait un peu le tour des quelques raisons, peut-être revenir un peu là-dessus. Moi, je le dis, c'est juste pour moi un argumentaire qui tire son essence des situations de crise que traversent les pays, et très souvent quand on est confronté à ces situations de crise et qu'on n'a pas de solution pratique et pragmatique dans les mains, le bouc émissaire tout trouver, c'est l'étranger. C'est ça aussi la faiblesse de certains. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de raison valable. Il y a cette volonté. Pourquoi des années en arrière, il n'y avait pas ce sentiment? Parce que justement, les crises n'étaient pas exacerbées comme maintenant. Il faut regarder la situation générale du monde actuellement. On est dans une situation de crise généralisée dans tous les pays. Oh, quand il y a la crise comme ça, je le dis, tout le monde estime, et ça c'est la loi de la nature, on estime que quand on est moindre, on peut bénéficier majoritairement des ressources. Quand on est plus nombreux, ça devient plus difficile. Ça, c'est vraiment une logique humaine. Mais le problème, ce qu'on oublie, c'est que notre société et le monde entier est régi sur la base d'une loi, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, je trouve que tous ces sentiments, tous ces éléments-là, on doit les mettre à la lumière de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce qu'elles épousent en réalité la Déclaration universelle des droits de l'homme que tout le monde a signé et dont tout le monde est signataire? Quelques points de déclaration pour moi. Mais que tous les hommes sont nés libres et égaux. Et que cette liberté-là de pouvoir jouir de ses droits dans la surface et l'espace où on est, c'est des éléments qui font partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand aujourd'hui on sort avec de tels arguments, on oublie cette déclaration-là où? C'est en cela que moi j'interpelle les Nations Unies. L'ONU, c'est très bien d'aller faire des conférences chaque fois, des assemblées annuelles, chaque année, aller s'asseoir aux Nations Unies, mais c'est des thématiques qu'il faut déposer sur la table. Il faut interpeller les États sur leurs responsabilités. Il faut interpeller les dirigeants sur leurs responsabilités. Parce que là, aujourd'hui, tout le monde rentre dans un jeu de protectionnisme de son territoire. Avec cette histoire de... mais en ce moment-là, l'intégration dont on parle est où? L'intégration dont on parle est où? Alors que justement, si on estime que les échanges enrichissent la diversité, enrichissent l'humanité, donc il faut qu'on arrive quand même à briser tous ces blocs-là. Ça, c'est une réalité. Moi, je crois et je suis fondamentalement convaincu d'une chose. Les responsables du monde, notamment les Nations Unies, doivent prendre leurs responsabilités devant cette situation. Je voudrais rapidement revenir dessus. Pour moi, peut-être que j'ai une mauvaise définition, mais pour moi, quand on parle de panafricanisme, en réalité, on évoque l'intégration de l'Afrique. Pour moi. Maintenant, peut-être que ceux qui ont une autre définition le diront, mais pour moi, quand on parle de panafricanisme, on parle de l'intégration des valeurs, des cultures, des peuples africains. Les frontières des pays africains disparaissent en réalité. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, on est en train de parler de la ZLECAf, enlever les frontières et tout ça. On parle de l'intégration, mais on a tous mis des visas autour de nous. On a tous fermé, barricadé. On se renferme sur nous-mêmes. C'est en contradiction avec tout ce qu'on signe comme accord au niveau international. C'est totalement en contradiction. Très bien. Justement, Daouda, comment on fait pour être vrai en réalité? Si tant est que nous signons des accords
qui disent qu'il faut qu'on soit unis, la CEDEAO par exemple, des peuples et non des États, et puis par derrière les politiques que prennent les pays renforcent l'unité nationale. Comment on s'en sort, Daouda? Mais comment on peut pas s'en sortir? On peut pas s'en sortir parce que c'est pour cette raison que généralement sur ce plateau, quand je parle, c'est vrai que vous aimez sourire quand je parle de souverainisme frélaté ou de panafricanisme frélaté, parce que on offre, on discute avec Barry, mais regardez en Afrique, quand vous êtes en France, on a l'extrême droite qui veut le nationalisme. Mais regardez en Afrique, c'est les socialistes qui veulent qu'on soit tous nationalistes. Regardez le contraste, regardez la dichotomie. C'est tellement compliqué. Mais moi, c'est sur quoi j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres, parce que c'est vrai que, au risque de froisser un peu ma soeur Sarah, il est important. Je pense que chacun de nous a un pays. Souvent, quand on est national d'un pays, c'est quand même souvent difficile de voir des gens poser des actes qui vont à l'encontre de nos valeurs. C'est cela. Et si ça va à l'encontre de nos valeurs, je pense qu'en tant que citoyen de ce pays, on est en droit de dire « tu ne respectes pas les valeurs de mon pays ». Où est-ce que vous voulez arriver, Daouda? Là où je vais en arriver, quand Jordan Bardella, tu parlais de la délinquance, des braquages, des chiffres qu'il donnait. Est-ce que, quand on regarde dans le fond, est-ce que ces propos s'entendent? Est-ce que ça s'entend? Une simple, comment on appelle ça, manifestation de joie, de football, on casse des voitures en France. C'est ça. Une simple manifestation de joie. C'est-à-dire qu'un pays a gagné, on a joué une Coupe d'Afrique, quelque part, on casse des bus, on casse des voitures, on brûle, on tire comment on appelle ça, avec des obus. Mais finalement, est-ce qu'ils ne sont-ils pas en droit? Moi, je pense que ça s'entend. De part et d'autre, chacun a sa part de responsabilité. Il faut que les binationaux aussi qui vivent en France puissent revoir leurs copies, en même temps que le Front National aussi doit revoir ses copies. Parce que moi, j'ai lu un peu le discours, comment on appelle ça, les éléments de langage de Jordan Bardella. Ils disent qu'ils n'ont pas de problème avec tous les binationaux. Celui qui respecte leurs règles, il l'accepte. Le respect de la règle. De la règle. Est-ce que chez nous, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui se rappellent, pendant la CAN, il y a une Congolaise qui a insulté tous les Ivoiriens, traité tous les Ivoiriens de tout et n'importe quoi. Une Algérienne aussi. Et il y a eu même une Algérienne. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce qu'on ne les a pas estipés des nôtres? Si nous on l'a fait, pourquoi eux n'ont pas le droit de le faire? Je veux dire, respectons les lois que les gens se sont données dans leurs États, et puis tout va bien rouler. Merci beaucoup, messieurs, dames. On ne pourra pas réagir. Je vois Sarah qui veut me manger, mais on ne pourra pas réagir. Non, pas du tout. Je n'ai juste pas réagi depuis le début de l'émission. Non, on va juste, Sarah, juste une seconde, et puis on part à notre invité. Daouda a été très clair. En même temps, il faut qu'on respecte les lois du pays, des pays qui nous accueillent. Là, je peux réagir? Oui, bien sûr, Sarah. Non, mais je voulais juste arriver à ma conclusion tout à l'heure en disant que, en gros, même si tous les immigrés quittaient la France, et même, vous pouvez inclure même les binationaux, je ne pense pas que les problèmes structurels de la France seront résolus. Il y a le problème, effectivement, de l'endettement, il y a aussi les problèmes, et tout est lié, le problème du système d'éducation, les hôpitaux qui sont surchargés, tout ça, si vous voulez, ne va pas se résoudre du jour au lendemain si les immigrés partent, parce que je ne pense pas qu'ils sont la raison principale de tous les problèmes qu'on traverse aujourd'hui. Par contre, si vous regardez toutes ces belles multinationales qui génèrent des milliards de chiffre d'affaires et ces paradis fiscaux et tout cet argent qui nous échappe, mais en 3 mouvements, on pourrait régler tous les problèmes économiques et sociaux de la France si on forçait ces entreprises à payer. Parce qu'in fine, on parle d'argent, on parle des gens qui touchent peut-être injustement le RSA, des gens qui abusent du système, mais pourquoi ne pas s'attaquer aux vrais problèmes de fond et arrêter de systématiquement stigmatiser une partie de la population qui fait du mal au vivre ensemble, qui fait du mal à une partie de cette population et qui, in fine, divise les gens. Et si vous voyez le climat en France aujourd'hui, il est terrible. C'est pas ça la France, c'est pas la France dans laquelle j'ai grandi, c'est pas ce que je veux garder en mémoire. Et j'espère qu'un jour on dépassera ces discours haineux, parce qu'il faut appeler un chat et qu'on se concentre sur l'essentiel et trouver des solutions sur le long terme. C'est quand même une grande économie, la France. Très bien, Sarah. Et c'est dommage de tenir ces discours. Merci beaucoup, Sarah. Alors, on reviendra sur le sujet. Je sais que c'est quelque chose qui est très touchant, mais on reviendra sur le sujet. Donc, lundi, après donc le second tour, on verra les chiffres et on verra qui... En espérant que le Front populaire gagne. Voilà.
On verra qui sera donc Premier ministre, Jordan Bardella, ou celui que la gauche va désigner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.